4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SEW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 68 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, nous sommes au mois de mars 2010 et dans cet épisode, nous allons booker l'intégralité du troisième mois de l'année avec non pas 4 mais 5 shows puisque oui, AEW Révolution 6 sera présent à la toute fin de ce troisième mois de l'année, AEW Révolution 6 qui initialement était prévu au mois de février, que j'ai volontairement déplacé au mois de mars pour des raisons pratiques. Vous le voyez sur le dashboard, quelques moral issues, rien de bien important. On va tranquillement rentrer dans le vif du sujet et se booker le premier show de ce troisième mois de l'année qui a eu lieu le lundi. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de catcheurs qui sont absents le mercredi pour mettre en place mes storylines en vue de Révolution. J'ai donc dû faire un petit changement donc horaire et de jour également pour le bien des scénarios. Alors au niveau des incidents backstage, George Frankenstein donc est impliqué. George Frankenstein apparemment a organisé un tournoi de jeux vidéo qu'elle a remporté, merci madame. Rebecca Knox, également incident impliquant Rebecca Knox, qui apparemment a réalisé des petites imitations de ses collègues et ça a été plutôt bien perçu par le locker room. Merci madame Rebecca Knox, on rappelle, ancienne championne qu'on va essayer aussi un peu de remettre sur le devant de la scène. On sait qu'on est parti avec une Women's International Battle dans notre storyline autour du titre, elle en fait partie Rebecca Knox. Merci pour cet incident positif. Amy Wings Stadium mène Arena 7371 pèlerins présents dans les gradins de cette arena dans les Grands Lacs. Premier Dynamite du mois de mars 2010 et on commence fort, très fort avec un 89 de rating, une note bien verte avec Steve Austin et Jon Moxley dans des segments pré-enregistrés qui vont nous hyper pour leur match ce soir dans le main event. On rappelle l'enjeu, affronter Tyler Black du côté de Révolution. Steve Austin et Jon Moxley, il rappelle l'histoire qui les lie depuis le retour notamment de Steve Austin au mois de novembre dernier. Steve Austin parti dans une compétition par équipe avec Jon Moxley, ils ont pris les titres tag team des mains des gentlemen. Steve Austin nous répète que son but c'était absolument pas de devenir champion par équipe, son but ça a toujours été de détruire ce clan créé par Kevin Nash qui fait régner la terreur au sein de la All Elite Wrestling et ce soir il veut en tout cas continuer son opération et donc aller affronter Tyler Black face à un Jon Moxley qui a tenté de marcher sur ses plates-bandes. 89 de rating, c'est quand même un gros segment et la storyline Austin and Moxley want their revenge avance forcément à gain de la hit avec du très bon travail au micro de Steve Austin et de Jon Moxley. Absolument pas. On enchaîne derrière avec le Have a Seat avec Paul Heyman, Chris Benoit, Doug Williams qui se retrouve avec le general manager de la All Elite Wrestling pour tailler le bout de gras en vue bien évidemment de leur affrontement la semaine prochaine dans le main event pour le titre mondial. Et Chris Benoit est le premier à prendre le micro. Chris Benoit qui félicite Doug Williams pour sa petite stratégie mise en place ces dernières semaines qu'il a mijoté, à savoir ce 3 contre 3 entre
des représentants de la Grande-Bretagne et des représentants du Canada. Il a montré effectivement, c'est un peu dur pour Chris Benoit de l'avouer, mais que la Grande-Bretagne est plus unie au sein de la All Elite Wrestling que ce que peut l'être le Canada. Mais Chris Benoit, au-delà de tout ça, il louange surtout Doug Williams pour son momentum récent et surtout le fait qu'il est un compétiteur bien plus important et bien plus difficile à battre que lorsqu'il avait débuté au sein de la All Elite Wrestling. Chris Benoit, il sait qu'il devra sortir un gros match pour battre ce Doug Williams, surtout que ce dernier est très bien entouré. Et Doug Williams, vous imaginez bien qu'il ne va pas faire preuve du tout de respect envers Chris Benoit ou qu'il ne va pas du tout louanger le champion Doug Williams. Il va montrer encore une fois la supériorité de la Grande-Bretagne par rapport au Canada. Il nous montre les lieux les plus emblématiques de la Grande-Bretagne, les paysages les plus idylliques, et puis il les compare aux photos du Canada, un peu moins reluisantes, avec des endroits peut-être un petit peu moins beaux et un peu moins tape à l'œil que ceux qu'on peut retrouver notamment en Grande-Bretagne. Et puis aussi il met en avant le fait que Londres et l'Angleterre accueillera les Jeux Olympiques. Et oui, IRL en 2012 c'était le cas. Voilà, la Grande-Bretagne, son point c'est qu'elle est beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus imposante que le Canada. Elle pèse beaucoup plus lourd dans la balance. Voilà, et ce qui, vous l'imaginez, va pas faire plaisir à Chris Benoit, qui va avoir encore plus de raisons de vouloir défoncer la gueule de Doug Williams la semaine prochaine, parce que c'est très personnel forcément quand on commence à parler du pays natal de la personne. On enchaîne derrière avec une promo de Jazz au micro de Rena Mero, Jazz qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et elle a eu vent, bien évidemment, comme nous tous, de la décision de Paul Heyman de mettre en place un tournoi. Et elle veut en être dans ce tournoi, parce que oui, Jazz, elle le dit, hein, on a vu Rebecca Knox vouloir représenter le peuple irlandais. Sweet Saraya vouloir redorer le blason donc de l'Angleterre. On a vu Daniela Perez vouloir représenter les Hispaniques, également les Sivan et riches, vouloir représenter l'Europe. Maryse, le Canada, qu'en est-il des Noirs américains? Elle veut représenter le peuple d'Amérique noire. Seulement, eh bien, Paul Heyman lui confie qu'il n'y a pas que Jazz qui a cette envie-là. Et celle qui a aussi cette envie, eh bien, c'est Amazing Kong. Et que ce soir, les deux, là tout de suite maintenant, vont s'affronter pour avoir une place dans le tournoi. Bah ouais, parce qu'il faut quand même pas déconner. La performance de Paul Heyman a été d'ailleurs fantastique. Le match suit, ça nous fait un 55 de rating plutôt décent avec Amazing Kong qui va défaire, vous vous en doutez, Jazz en 6 minutes 18 via pinfall avec le Amazing Press, performance de 44 de Jazz, 54 d'Amazing Kong. C'est sûr que c'est pas de Jetta dans le ring, mais ça fait quand même le travail. Amazing Kong qualifié donc pour le tournoi. Paul Heyman, qui à l'issue donc de ce match, et ça nous fait un énorme 85, va annoncer les matchs, on le rappelle, de la semaine prochaine, 2 triple threat match pour, on le rappelle, avoir cette chance au titre de Jetta, puisque ce tournoi organisé par Paul Heyman, c'est d'abord 2 triple threat match, puis les vainqueurs du triple threat match qui s'affrontent pour le spot de One Contender. Et donc Paul Heyman nous informe des 2 triple threat match qui seront donc, et je vous le cite parce que je les ai à l'écran, Melina Perez face à Maryse, face à une adversaire mystère que Paul Heyman prévoit de faire venir du Japon. Et le deuxième triple threat sera Amazing Kong face à Rebecca Knox, face à Lacey Von Erich. Voilà donc l'annonce de Paul Heyman, qui s'en débrouille bien sûr très bien, vous l'imaginez. De retour de pause publicitaire, on enchaîne avec un match Bobby Roode face à Travis Fimmel, histoire de teaser un petit peu ce qui va se passer à la fin du mois du côté de Révolution 6. Bobby Roode, Travis Fimmel, superbe match, on a laissé du temps, presque 15 minutes de combat, des performances équivalentes, 72 victoires de Bobby Roode sur Travis Fimmel après 14 minutes 58 avec le Northam Lariat, après cette distraction de Maryse qui est venue un petit peu voler dans les plumes de son ex Travis Fimmel. On sait que ça s'était très mal terminé entre les deux, donc une bonne victoire pour le clan des Gentlemans. Rena Mero qui est avec Kevin Steen, décidément beaucoup de promos, et Kevin Steen il va encore une fois, vous l'imaginez, se mettre en avant, se mettre en valeur, parce que il est double champion, champion TNT, champion intercontinental, personne n'arrive à faire ce que lui fait, et il est devenu la semaine dernière le plus grand champion intercontinental de tous les temps. Et l'ami Kevin Steen va se faire interrompre par Paul Heyman qui lui rappelle qu'il n'était absolument pas prévu pour une interview. Dans le ring il était prévu
pour un match. Et Paul Heyman répète à Kevin Steen qu'il va falloir qu'il arrête de prendre ses aises parce que ce dernier, on le rappelle, a été rentré dans son bureau sans toquer, sans son autorisation. Là, il se permet de faire une promo alors que c'était clairement pas son programme du soir. Donc Paul Heyman lui dit tu vas catcher comme c'était le cas, mais sauf que tu vas remettre ton titre en jeu face à l'un de mes anciens protégés, Kota Ibushi. 76 de rating, ça fait le taf, tout le monde se débrouille plutôt bien et on suit avec le match qui nous fait un énorme 80 des familles, bien porté par Kevin Steen avec une note de 80, Kota Ibushi est à 45, match décent, bien sûr sur le papier qui va avoir la victoire de Kevin Steen, sans trop de suspense, face à Kota Ibushi, 11 minutes 16 de combat, victoire via le Go Home Driver, 4ème défense du titre TNT. Et à l'issue de ce match, Kevin Steen va vouloir s'en prendre à Kota Ibushi qui lui a pris un peu son spot et Katsushika Okada va faire le save et va surtout bien défoncer Kevin Steen. Il va lui mettre 2-3 droites, le faire passer par-dessus la 3ème corde et Katsushika Okada, son regard va très vite se tourner vers le titre TNT qui était resté dans le ring avec un Kevin Steen qui interdit Katsushika Okada ne serait-ce que de s'approcher de sa propriété. 72 de rating, un segment plutôt sympatoche avec un Katsushika Okada qui a paru très très bon et c'est ça qu'on veut. Petit striptease de Brock Adams avant le main event qui va opposer Jon Moxley à Steve Austin qui affrontera Tyler Black du côté de Révolution 6, ça fait 55, pas de commentaires spécifiques sur ce segment, vous l'imaginez. 76 de rating pour ce match entre Jon Moxley et Steve Austin. On aurait pu s'attendre à beaucoup mieux, mais écoutez, ça fait 76. C'est un match que j'ai mis en storytelling, j'allais dire style de show, mais absolument pas. Effectivement, performance moyenne de Jon Moxley, 59, 77 de Steve Austin qui fait quand même le taf. Fantastic 8. Bon catch dans ce match malgré tout, 12 minutes 43 de combat. Steve Austin va perdre face à Jon Moxley puisque Jon Moxley va remporter via pinfall ce combat après avoir utilisé un objet contendant dans le dos de l'arbitre. Jon Moxley fait donc son finisher ensuite, tombé 1-2-3 et Jon Moxley, avec cette victoire en filou, va donc affronter l'ami Tyler Black du côté de Révolution. Et on fait un 80 de rating très très correct. On améliore bien sûr notre popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Wardell Walker, que je ne connais pas, surnommé le Shooter. Pourquoi pas, apparemment il s'est entraîné en judo et en jujitsu, le garçon. Plusieurs expériences, notamment adepte des soumissions en fin de match. Voilà, c'est un Zack Sabre Junior, j'imagine. Au niveau donc des nouvelles, on a WB qui voit son contrat s'expirer dans un mois, il va falloir qu'on le renouvelle, parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'autres candidatures. Et on a aussi Contract Extension avec Chris Canyon, qui reste avec nous pendant encore 2 ans, que je paye 1000 euros par mois en downside, mais surtout 1200 $ par apparence. 3.70 de TV rating, les petits potes, 2 781 000 pèlerins présents sur la Skyway New Zealand et bien sûr sur la WB qui nous diffuse, on rappelle, en grand format, en grande importance dans les régions des États-Unis et du Canada, si on compare à ce qu'on a fait la semaine dernière, 3.73 avec 2 799 000 pèlerins présents devant leur télévision. On a un petit peu perdu, malgré le fait qu'on ait fait un show 3 points supérieur. J'imagine qu'on va avoir le bénéfice de notre bon show sur le rating de la semaine prochaine. Tiens, Drew Galloway qui me demande une augmentation de sa casque payée 675 $ par apparence, moins que les 940 qu'il vaut. Il demande donc 265 $ d'augmentation, on va lui donner 75%, c'est la technique et la tuerie. 199 $ d'augmentation, c'est quand même plutôt pas mal. La plupart des employés, surtout au SMIC, de ce genre d'augmentation. Des incidents backstage, les petits potes, dans les locker rooms du 2e Dynamite du mois de mars 2010, ça clignote rouge malgré nos 100% de rating, incident impliquant Steve Austin et ensuite Doug Williams. Alors Steve Austin, il a raté un rendez-vous avec un Road Agent, je vais lui mettre une petite slap of the wrist. Rien ne résulte de ça, j'ai pas non plus envie de me fâcher avec Steve Austin qui est quand même une star. Doug Williams, qu'a-t-il fait Doug Williams? Apparemment il a simplement été gentil avec tout le monde et ça a mis tout le monde dans un bon mood, de bonne humeur. Merci Doug Williams, qui a aussi un rôle assez important qui ce soir sera dans le main event pour tenter, on le rappelle, de remporter le championnat du monde des mains de Chris
Benoit. Nous sommes au PA The Palestra dans la Tri-State, 7978 pèlerins présents dans les gradins pour ce deuxième Dynamite du mois de mars 2010 et on démarre avec un segment pré-enregistré des vignettes de Chris Benoit et de Doug Williams pour nous hyper en vue du main event qui va les opposer pour le titre mondial. Doug Williams nous explique que c'est déjà la fête en Angleterre et dans tout le Royaume-Uni. On est en train de boire des coups à sa gloire. Les pubs sont remplis pour suivre son exploit tard dans la nuit. Et Chris Benoit nous explique que ce n'est pas seulement une guerre entre Chris Benoit lui-même, le champion, et Doug Williams, pas seulement un match pour le championnat, mais aussi un match entre le Canada et la Grande-Bretagne. Et Chris Benoit se doit ce soir de représenter le mieux possible son peuple. 86 de rating, tout s'est bien passé. Doug Williams a très bien improvisé, la storyline gagne de la hit et bien sûr avance avec ce segment. On démarre véritablement le premier gros angle de la soirée dans le ring avec Rey Namero qui nous demande d'accueillir Jon Moxley. Jon Moxley qui la semaine dernière a battu Steve Austin, mais pas de la meilleure des façons. Il a, on le rappelle, utilisé un objet contendant. Et Jon Moxley avoue son tort, avoue ce qu'il a fait, il reconnaît avoir utilisé des tactiques un peu douteuses et d'avoir utilisé une chaîne pour frapper Steve Austin et ainsi gagner le match. Il l'a pas fait contre Steve Austin, il l'a simplement fait parce qu'il avait besoin de cette victoire et qu'il était prêt à tout pour affronter Tyler Black, celui qui hante ses pensées, celui qu'il a envie de détruire de l'intérieur. Absolument, il voulait ce match-là et il l'aura à Révolution 6. Il était prêt à tout pour cela. Steve Austin, vous l'imaginez, va se ramener. Steve Austin qui marche un pas déterminé vers le ring. Jon Moxley qui pendant ce temps-là va sortir de ce ring et aller chercher une chaise en dessous du tablier, histoire de quelque part être en mesure de se défendre face à un Steve Austin qui pourrait éventuellement être dangereux. Mais Steve Austin l'arrête tout de suite, il lui dit range ta chaise gamin, j'aurais peut-être toutes les raisons de te casser la gueule, mais si je me mets à ta place, je peux comprendre que tu aies besoin, là, à Révolution, de mettre fin à ton histoire avec Tyler Black, de mettre fin à ce mind games permanent qu'il est en train d'opérer sur ta personne depuis des semaines et des mois. Mais attention, t'as intérêt d'assurer du côté de Révolution, t'as intérêt de lui river les épaules, t'as intérêt de le battre sans coup férir. Sinon, j'aurais véritablement toutes les raisons du monde de te casser la gueule. Et crois-moi, je le ferai. Et Steve Austin va taper le bras de Jon Moxley et s'en aller tourner les talons. Et à ce moment-là, Tyler Black va apparaître sur l'écran géant. Tyler Black qui va s'adresser directement à Steve Austin en rappelant à ce dernier qu'il y a quelques semaines, Steve Austin avait traité de faible Jon Moxley qui ne voulait pas faire face à ses responsabilités, qui était trop gentil. Et finalement, Tyler Black voit de la faiblesse en Steve Austin lorsque ce dernier ne lui fait pas payer à Jon Moxley son affront de lui avoir coûté un spot du côté de Révolution et puis surtout également son opportunité de détruire le groupe de l'intérieur par lui-même parce que c'était quand même sa mission. Et Steve Austin forcément il écoute attentivement Jon Moxley, il prend le micro et lui dit d'arrêter de faire du mind games, de rentrer dans la tête des gens, c'est tellement facile quand on est comme ça protégé, quand on parle via satellite. Jon Moxley lui dit il était prêt à tout pour faire les choses, mais de toute façon Jon Moxley il le dit à Tyler Black et il le crie que ce match s'il avait fait face à Steve Austin 10 fois il l'aurait gagné 9 fois parce qu'il avait une force intérieure. Jon Moxley une motivation supplémentaire et puis la nouvelle génération désormais doit prendre le pas sur l'ancienne et c'est la nouvelle génération qui doit faire le ménage au sein de la All Elite Wrestling et Jon Moxley va faire un grand service, va rendre un grand service à la fédération en mettant hors d'état de nuire Tyler Black et les Gentlemen. Et forcément, les mots de Jon Moxley additionnés à ceux de Tyler Black, vous l'imaginez bien, ça fait péter les plombs à Steve Austin qui va attaquer Jon Moxley. Ils vont se faire séparer par la sécurité. Et la storyline avance, même si, bien évidemment, elle perd un peu de hit parce que 81, c'est un petit peu moins qualitatif que les segments qu'on a pu faire ces derniers temps. Rey Namero, très bon travail, tout comme Jon Moxley, tout comme Steve Austin. Tyler Black, en revanche, n'était pas top. Toujours pas.
On enchaîne derrière avec le premier match de la soirée. Ramy CBI qui fait son retour et qui affronte Cody Rhodes. Match avec une bonne hit du descent catch. 9 minutes 34 de combat. Victoire de Ramy CBI bien sûr. Avec le Brand Basta. Performance de 72 de l'ami Ramy CBI. 54 de Cody Rhodes. À l'issue de ce match, il se retrouve au micro de Ren Amero et Ramy CBI nous explique qu'il a été très loin ces dernières semaines de ce qu'il se passait à la All Elite Wrestling, très loin des écrans, mais qu'il a quand même suivi ce qu'il se passait durant les Weekly et Dynamite. Il a vu des choses très intéressantes et des choses qui lui ont donné envie de revenir, et notamment les prestations de Katsushika Okada, qu'il cite comme étant un exemple et une véritable référence. Ramy CBI, s'il est revenu, c'est pas seulement pour louanger ses potentiels adversaires, c'est aussi pour commencer sa rédemption. Ramy CBI, il le dit, il a besoin de commencer sa marche vers la rédemption pour redevenir pertinent. Et Kevin Steen, bien évidemment, vous l'imaginez, va intervenir dans la promo de Ramy CBI. Kevin Steen qui fait signe, bien évidemment, à son ex-partenaire Del Jericho, ex-meilleur ami. Pour être honnête, il est assez surpris de le retrouver dans le ring parce que Kevin Steen n'avait pas de nouvelles, il avait donné aucun signe de vie, pensait même qu'il était plus de ce monde, et finalement si, il a réapparu tel le phénix. Et Kevin Steen est assez amusé de la situation de voir Ramy CBI revenir pour une rédemption, pour être pertinent, parce que Kevin Steen lui dit, t'as jamais été pertinent de toute ta carrière, et puis on va pas se le cacher, pour aller chercher une rédemption, il va falloir que tu ailles chercher très loin, éventuellement gagner des titres, et c'est pas de mal à veille que tu vas aller en chercher, parce que t'as vu, moi j'en ai deux, ces titres secondaires intercontinentaux et de la TNT. Et Ramy CBI va quand même confronter Kevin Steen sur le fait que c'est un garçon très arrogant, un garçon qui pense qu'il est au-dessus de la mêlée, mais il a vu de la peur la semaine dernière dans les yeux de Kevin Steen quand ce dernier a été confronté à Katsushika Okada. Ça fait péter les plombs à Kevin Steen qui lui dit qu'il n'a peur de personne, et d'ailleurs il a tellement peur de personne que ce soir il est prêt à remettre ses titres TNT intercontinentaux au jeu face à n'importe qui. Remero, bien sûr, superbe travail, tout comme l'ami Ramy CBI, même si Kevin Steen n'a pas été très bon pour improviser le dialogue. Et bien sûr, on a commencé une storyline Ramy CBI Redemption. Kevin Steen qui attend dans le ring, et son adversaire n'est nul d'autre que Samoa Joe, qui répond donc à son Open Challenge. Match exceptionnel sur le papier, je savais que ça allait être quelque chose de qualitatif. Performance de 80, de Kevin Steen de 86, de Samoa Joe, 15 minutes 42 de combat, on a laissé du temps. Victoire de Kevin Steen via le package Speed Driver, défense numéro 5 du titre TNT, défense numéro 11 du championnat intercontinental. Kevin Steen, bien sûr, qui va célébrer, qui va montrer qu'il est un champion dominant et brandit bien haut ses ceintures, et il va se faire couper, ça fait 97, par Paul Heyman, qui sur la rampe du ring va être accompagné de Katsushika Okada. Et Paul Heyman informe Kevin Steen qu'il a un opposant pour le titre TNT du côté de Revolution 6. C'est une autre Katsushika Okada. Katsushika Okada, qui on le rappelle, est à 2-0 depuis le début de l'année 2010, mais surtout qui est invaincu depuis la perte de son titre TNT, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre 2009. Et forcément, Kevin Steen, vous imaginez bien que cette annonce, ça ne lui fait pas plaisir. On enchaîne avec le premier des deux triple threat match pour, on rappelle, accéder à ce match pour devenir challengeuse numéro 1. Ça fait 57 de rating. Match opposant Melina Perez à Maryse, à Kana, qui est donc l'adversaire mystère de Maryse et de Melina Perez. Kana qui est bien sûr connu sous le nom d'Asuka du côté de la WWE. Kana qui donc est la surprise de l'ami Paul Heyman, et Kana qui va remporter le match, un match plutôt décent avec des performances de 50 de Melina Perez, 43 de Maryse, 50 également de Kana. Kana qui donc remporte ce combat en 9 minutes 07 avec le Billiken après la distraction de Becky Bélès sur Maryse. Becky Bélès, vous connaissez l'histoire pour les plus anciens, et bien Becky Bélès fait son retour et coûte une opportunité à Maryse qui était en position potentiellement d'aller s'imposer et d'aller plus loin dans le tournoi, mais Kana a profité de la distraction de Becky Bélès et a fait son finisher sur Maryse, le tomber sur la belle blonde, et elle va donc un peu plus loin. George Frankenstein qui fait un petit striptease, histoire qu'on puisse aussi voir des choses un peu plus sexy avec
George Frankenstein qui montre ses attributs et le public mâle bien sûr de la All Elite Wrestling, vous l'imaginez, est très content. On enchaîne avec le deuxième match triple threat, bien sûr Rebecca Knox face à Amazing Kong, face à Lacey Van Erich, match plutôt décent en termes de réaction, du catch un petit peu moyen, pourquoi? Parce que forcément Lacey Van Erich, elle fait tâche, elle fait 18 quand les performances sont de 56 et de 58 pour Rebecca Knox. Lacey Van Erich, pas du tout dans un bon jour. Effectivement, match plutôt décent malgré tout. 6 minutes 45 de combat qui va voir Amazing Kong à s'imposer après l'Amazing Press, bien sûr, sur Lacey Van Erich. À l'issue de ce match, et ça fait un 75, Paul Heyman annonce, alors qu'Amazing Kong et Kana qui sont dans le ring, que la semaine prochaine, elles vont s'affronter pour savoir qui de ces deux-là vont affronter l'ami Jetta du côté de Révolution 6 pour le championnat mondial. Kana qui n'a pas été très bonne durant ce segment, mais Paul Heyman a été une réelle star, vous l'imaginez. Et enfin, le main event, Chris Benoit contre Doug Williams, match exceptionnel sur le papier, ça fait 92, l'un des plus grands matchs de l'histoire de la All Elite Wrestling, je m'attendais pas à une note comme celle-ci, performance de 82 de Doug Williams, 76 de l'ami Chris Benoit, performance plutôt intéressante de l'Anglois, même si ça ne suffira pas, et oui malheureusement pour lui, pour subtiliser le championnat mondial des mains de Chris Benoit, puisque Chris Benoit après 14 minutes 54 va délivrer son diving headbutt sur Doug Williams et va faire le tomber 1, 2, 3. Chris Benoit fait donc sa deuxième défense du titre mondial de la EW. Célébration derrière, vous l'imaginez. On fait un énorme 88 de rating. C'est certainement le meilleur show de l'histoire de notre fédération. On améliore bien sûr notre popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés. On va aller tout de suite voir si c'est vraiment le meilleur show de l'histoire de notre fédération. Mais en tout cas, on s'en rapproche plutôt pas mal. Alors qu'il y a des mails, et notamment, enfin des mails, surtout un, et pas des moindres, la DDT qui vient de faire une extension de contrat à Katsushika Okada. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est pas une offre de contrat verbale. Voilà, c'est du written. C'est du written 21 200. Ok, sur 2 ans. Alors nous, direct, hein, on va s'aligner parce que je sais que de toute façon, il va y avoir d'autres offres. On va faire 28 000 sur 4 ans. Voilà. Pas de trajet couvert, 22 000 dollars de bonus à la signature, histoire de bien se mettre comme il faut. Sur 4 ans, pas de push particulier, pas de bonus au niveau des shows ou des pay-per-view, mais ça reste un contrat plutôt intéressant qu'on va proposer à Katsushika Okada parce que je n'ai pas du tout envie de perdre Katsushika Okada, vous l'imaginez. Forcément, il accepte ces termes et c'est pour l'instant l'offre qu'il considère le plus, à moins qu'il en ait de meilleures à l'avenir. Alors, au niveau donc du top 100 et des shows notamment, bah oui on a fait un 88, t'imagines, c'est 6 points de mieux que 6 points de mieux, 2 points de mieux pardon que ce qu'on avait fait en décembre 2008. Franchement c'est très qualitatif, je m'attendais pas à faire un show aussi bon que celui-là et surtout avec un main event qui nous fait un 92 énorme. Et quand on voit au niveau du top 100 des matchs, 92, Chris Benoit Doug Williams, c'est le deuxième meilleur match de l'histoire de la fédération. Derrière bien évidemment le banger absolument extraordinaire qui date de décembre 2008 entre Shawn Michaels, prêté de la New Japan Pro Wrestling, et Claudio Castagnoli. On est en train de frapper vraiment très fort. Bon, comme on pouvait s'y attendre, Katsushika Okada, il attire les convoitises. New Japan qui fait une offre, la Noah, la WWE, la TNA. Ah, oh là 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 là, bref, il va falloir dealer avec tout ça. Alors, au niveau donc des offres rivales, ça, c'est pas considéré sérieusement. Ok. Ça, c'est considéré très sérieusement. Plus de 32 000 dollars. Ok, 32 000, 32 000. Il faut. De toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir faire Toggle Smart et on va proposer 37 000. Hein. Oula. 37 000. 37 000, je pense qu'on peut être pas mal. 37 000, je crois qu'on peut l'attirer dans nos filets. 37 500. Éventuellement, sur 4 ans, ça le fera bien. Est-ce qu'il va accepter? Ah, c'est l'une des offres que je vais considérer sérieusement. Alors, on va être obligé d'y aller. Et je vais même monter jusqu'à 40 000. Histoire de faire une petite différence. Certains vont me dire je suis fou, mais on a l'argent, on va avoir l'argent. Très bien, il accepte les termes du contrat et c'est l'offre qu'il considère très sérieusement. Bah, écoutez, très bien, merci monsieur Katsushika Okada, en espérant qu'on n'ait pas de mauvaises surprises d'ici là. Bon, et bah écoutez, ça ne s'est pas calmé les offres de contrat puisque WWE a changé les termes du contrat, comme la DDT, comme la NOAH, comme la TNA et comme la New Japan Pro Wrestling. On ira voir bien sûr le rating total du show ensuite. Katsushika Okada, alors qu'est-ce que ça dit? Est-ce que les offres sont vraiment considérées?
C'est pas bien considéré, c'est pas 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 considéré. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Et bah écoutez, c'est nullement considéré, donc c'est très bien ça. Ça nous va très bien. Écoutez, pour l'instant, on est la meilleure offre. Super, c'est parfait ça. Magnifique. Bon, au niveau du TV rating, puisqu'on va s'en aller sous cette bonne nouvelle. Au niveau du show history, 2 829 000 viewers sur Sky One New Zealand et la WB. C'est même mieux que le show d'il y a 2 semaines, lors du dernier Dynamite du mois de février 2010. Et bien écoutez, on a mis la marque très très haute. En même temps, c'est vrai qu'on fait quand même 10 points de plus. Bon, après, on va pas se le cacher, faire un 88 ou plus sur le prochain show, ça va quand même être un petit peu compliqué. Des incidents backstage dans les locker rooms du troisième Dynamite du mois de mars 2010, un rating toujours à 100%, mais il va quand même falloir traiter de l'incident impliquant Colt Cabana et Eric Bassman. Qu'est-ce qui s'est passé? Colt Cabana et Eric Bassman, qui apparemment s'entendent très bien backstage, ils ont apparemment mis les esprits de chacun dans un très bon mood parce qu'ils ont simplement été très gentils dans les locker rooms. Et bah écoutez, c'est très bien, merci messieurs, ça permet tranquillement sous ces bonnes nouvelles et bah, d'aller booker notre show, le troisième de ce mois de mars. On se rapproche petit à petit de la W Revolution numéro 6. NC Del F Alton Arena, nous sommes dans le Mid-Atlantic, 8477 pèlerins présents dans les gradins pour suivre ce troisième Dynamite du mois de mars 2010. Et vous le voyez, il y a une nouvelle tête, mais on va un peu patienter avant de la présenter puisque le segment s'agence de cette manière avec Paul Heyman qui monte dans le ring. Un segment qui nous fait, on le rappelle, 95 énormes notes bien bleues qui envoient bien du bois pour démarrer les hostilités. Paul Heyman dans le ring qui nous annonce que ce soir, il va y avoir un Top Stars match dans le main event et que le vainqueur de ce Top Stars match eh bien, affrontera dans le main event de Révolution 6 le champion du monde, monsieur Chris Benoit. Alors bien sûr, pour sélectionner les participants à ce combat prestigieux, il a pris tous les catcheurs qui ont le meilleur record sur la dernière année écoulée. Et forcément, il appelle Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Travis Hummel et Kevin Steen. Chacun, forcément, va aller de son petit mot. Claudio Castagnoli et Bobby Roode qui vont dire ok, d'accord, Kevin Steen, ça paraît normal. Double champion, le mec a un record absolument incroyable. Mais enfin, quand même, Travis Hummel, qu'est-ce qu'il fait là? Le mec n'a pas marqué de son empreinte l'année 2009, comme nous on a pu le faire, avec bien évidemment les titres par équipe que l'on a gagné 2 fois. Et puis, tout ce beau monde va être interrompu par monsieur Steve Austin, qui lui aussi veut un spot dans ce match. Et Steve Austin, comment il peut en avoir un, sachant que il est arrivé un peu tard dans l'année 2009, il n'est revu seulement qu'au mois de novembre. Et Steve Austin, il rappelle qu'il s'est fait vraiment baiser face à Jon Moxley il y a quelques semaines dans le match qui techniquement était censé lui offrir un spot à Révolution pour affronter Tyler Black. Et Steve Austin, double champion du monde de la Fédé, qui est le visage de la All Elite Wrestling, qui a porté la All Elite Wrestling là où elle est aujourd'hui, comment ce garçon qui a fait tout ça ne peut-il pas avoir de match du côté de Révolution, en tout cas en ayant simplement l'opportunité de pouvoir le faire. Et Paul Heyman, il valide plutôt l'idée avec un public qui est quand même vraiment très emballé par l'idée de retrouver Steve Austin dans le main event et partant de ce match. Et il y en a un autre qui va intervenir et qui fait son arrivée, c'est monsieur Randy Orton que j'ai chopé à la WWE. Alors je voulais pas forcément cacher plus que ça, certes je vous ai pas montré les négociations de contrat, mais il y avait le nom de Randy Orton qui apparaissait dans certains moments de notre partie, peut-être que les plus curieux l'auront remarqué. Randy Orton est donc une acquisition de la All Elite Wrestling. Randy Orton qui annonce au public qu'il a signé un contrat de 5 ans en exclusivité à la All Elite Wrestling. Ce contrat, il est sur la table depuis presque un mois. Il est libéré de toutes ses obligations avec la WWE, là où il a été double champion du monde dans notre réalité virtuelle. Et Randy Orton s'offusque de ne pas voir son nom apparaître dans ce match Top Star, parce que Randy Orton, eh bien techniquement, ça va être la nouvelle star de cette compagnie. D'ailleurs, Randy Orton, même au-delà de ça, il comprend pas pourquoi on ne lui file pas directement un match de championnat du monde pour le titre dans le main event de Révolution, ce que va bien
sûr balayé d'un revers de main Paul Heyman qui va expliquer à Randy Orton qu'il n'aura pas de match de championnat du monde à Révolution et surtout qu'il n'aura même pas l'opportunité de pouvoir être dans ce match Top Star étant donné que du côté de la All Elite Wrestling, on n'a pas des choses parce qu'on a le nom ou parce qu'on a un pédigré, mais parce que l'on le mérite avec des victoires dans le ring. Et donc ce soir, le main event opposera Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Travis Fimmel, Kevin Steen et Steve Austin pour savoir qui affrontera bien sûr dans le main event de Révolution 6 le champion du monde Chris Benoit. Tout le monde a été très bon, vous l'imaginez, avec un segment à 95 qui fait bien plaisir. Amazing Kong face à Kana pour bien évidemment savoir qui de ces deux filles va affronter l'ami Jetta du côté de Révolution 6 pour le championnat du monde féminin. Match décent sur le papier, 9 minutes 33 de combat, performance de 60 d'Amazing Kong, 49 de Kana, victoire d'Amazing Kong qui va remporter le match après son Amazing Press, forcément sur une Kana qui a été combative mais trop juste face à la puissance qui est incroyable d'Amazing Kong qui va donc avoir une chance de devenir 3 fois championne féminine de la All Elite Wrestling. À l'issue de ce match, Paul Heyman rend officiel le match, rend officiel cet affrontement entre Amazing Kong et Jetta qui va intervenir, Jetta qui va monter sur le ring où est présent Amazing Kong et Paul Heyman, mais également Prince Nana que j'ai décidé de recruter en contrat pair à part apparence parce que Prince Nana, manager, noir américain également comme Amazing Kong, je me suis dit que ça pouvait être plutôt raccord. Et Jetta, elle va pas se cacher, elle est plutôt déçue de voir Amazing Kong remporter le tournoi parce que on a fait des caisses de ce tournoi, on a fait des caisses de éventuellement cet affrontement, cette bataille internationale pour avoir une chance à son titre, le titre féminin mondial, tout ça pour retrouver Amazing Kong qu'elle a déjà plus ou moins corrigé des dizaines de fois, elle exagère bien évidemment dans le ring. Et Prince Nana va couper Jetta qu'elle trouve assez respectueuse et Prince Nana va quand même rappeler à Jetta que ce peuple noir américain est un peuple qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'importance, qui peuple donc les États-Unis depuis des années et que du côté de Révolution 6, Amazing Kong va prouver que Black Lives Matters. Voilà, que les Noirs sont importants, les Noirs américains sont importants, parce qu'on est encore dans une bataille de représentation de peuple. On le rappelle, on est parti là-dessus avec la division féminine. Prince Nana, il a débuté sa gimmick de royalty et c'est Tofu d'ailleurs. Bon, Prince Nana d'ailleurs aussi très mauvais pour improviser, mais c'est normal, c'est le premier show qu'il fait. Il y avait 8477 personnes à combler. Il a peut-être été un peu tétanisé, le bonhomme. De retour de pub, on retrouve Katsushika Okada qui affronte Scott Steiner pour un petit match sympathique que j'ai mis en style de show. Je pense que ça va quand même d'une certaine manière voler le show, même si le main event sera à mon sens largement au-dessus. 79 de rating, performance de 58 de Scott Steiner, 84 de Katsushika Okada, Fantastic 8, bon catch, Katsushika Okada qui défait Scott Steiner, 12 minutes 40 de combat, rien à signaler. Mais à l'issue de ce match, Katsushika Okada, qui célèbre, va se faire interrompre par l'ami Kevin Steen qui va l'attaquer à coups de chaise et on va avoir Rami CBI qui va faire bien sûr le save pour venir en aide à Katsushika Okada, un garçon qu'il apprécie surtout, pour qui il a énormément de respect par rapport à ses accomplissements du côté de la All Elite Wrestling. Kevin Steen qui est très énervé, vous l'imaginez, de voir Rami CBI se mêler de son business. Rena Mero qui est dans les backstage et elle interview Maryse qui va peut-être revenir sur sa défaite, qui va peut-être nous parler de Becky Belair. Elle a l'air très énervée, très agacée, elle va pas avoir le temps de le faire puisque Becky Belair par derrière va s'attaquer à Maryse et va la déshabiller pour le plus grand plaisir du public. Je cherchais mes mots. Rena Mero qui a été très bonne pour aller en dehors du script, elle a aussi porté le segment, ça paraît plutôt logique. On continue avec Rami CBI qui est dans les backstage, tranquillou, qui se prépare pour repartir prendre la route, parce que le show va bientôt se terminer. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais enfin quand même, Rami CBI il est dans les vestiaires et il va se faire interrompre par James Storm et Nick Nemeth. Bratsu avec Barbara Keenan et James Storm, Nick Nemeth, ils vont présenter leur respect à Rami CBI. Ils ont beaucoup de respect et d'admiration pour la carrière du mec et aussi pour quelque part son abnégation, parce qu'il faut des couilles pour revenir d'où il est revenu. Donc franchement, grand bravo au bonhomme. Et James Storm et Nick Nemeth ils font comprendre qu'ils seraient honorés de l'affronter dans le ring. James Storm et Nick Nemeth ils se chamaillent un petit peu pour savoir qui des deux va affronter Rami CBI en premier. Rami CBI devant tant de politesse dit écoutez les gars, ça me pose pas de problème de vous affronter tous les deux la semaine prochaine dans un triple threat pour le Go Home Show d'AEW Révolution. 70 de rating, tout va plutôt bien.
Et enfin, le main event, et ben non, je m'attendais à ce que ça fasse largement mieux que 79. En fait, ça fait 79 tout court. Écoutez, pourquoi pas. Après, au vu du booking, j'ai envie de vous dire, je peux comprendre éventuellement que la note ne dépasse pas les 80. Pourtant, les performances sont plutôt bonnes. Steve Austin 80, Claudio Castagnoli 82, 70 de Travis Summit, Bobby Roode est à 66, c'est le Winkling, et Kevin Steen est à 79. Match avec une fantastique hit, du grand catch, 19 minutes 51 de combat, et ce match qui va voir aucun vainqueur. Pourquoi? Parce que, eh bien, il va y avoir deux hommes qui vont attaquer et tous les participants de ce combat et qui vont donc faire prononcer à l'arbitre une double disqualification. Et ces deux hommes ne sont ni plus ni moins que Randy Orton et Ric Flair qui fait son retour. Randy Orton, Ric Flair, hein, l'évolution, on connaît, qui s'allie pour casser la gueule de Travis Hummel, Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Steve Austin. Et Kevin Steen et Chris Benoit qui va essayer de mettre un peu dans l'ordre de tout ça et qui va se faire attaquer avec un low blow de Ric Flair derrière un RKO de Randy Orton et la célébration d'Orton et de Ric Flair qui bien évidemment sont les deux seuls debout alors qu'il y a des carcasses gisantes sur le sol de Travis Hummel, de Claudio Castagnoli, de Bobby Roode, de Steve Austin, de Kevin Steen et de Chris Benoit. Performance de Bobby Roode qui a été jugée plutôt fantastique, tout au contraire de Randy Orton qui apparemment, et ça me surprend et me déçoit, a performé plutôt pauvrement durant ce segment. Voilà, 86 quand même, c'est quand même pas mal. Et on fait un gros 84 de rating. Hein. J'avais dit qu'on pourrait pas faire aussi bien que 88, mais ça va, on limite bien la case quand même. 84, ça reste un show extrêmement solide. Alors qu'on a le beau profil d'Hiro Saito qui a été entraîné bien sûr dans le dojo de la New Japan Pro Wrestling pour débuter en 1978. Effectivement, pas tout jeune le nanar. AEW Dynamite, bien évidemment, hein, tranquillou, AEW Dynamite, a priori, tout le monde a trouvé que c'était un show en or. Bah, en même temps, hein, on a quand même fait péter le champagne avec deux très très belles affiches et surtout, eh ben, on va pas se cacher de la qualité dans nos matchs et puis dans le segment de fermeture qui a quand même pas mal retenu l'attention. Des nouvelles en ce mercredi, beaucoup de nouvelles avec d'abord Candice Michel qui voit la WWE bien, la libérer de son contrat, pas d'offre donc faite par la fédération de Stanford pour continuer à garder Candice Michel qui pourtant devrait être un bon élément, 80 en basique, 78 en psychologie, 73 en sex appeal, microphone 76, 94 bien évidemment en sex appeal, 73 en sword quality, des statistiques plutôt intéressantes. 31 ans, c'est vrai que c'est bizarre de pas l'avoir re-signé par la WWE. Chris Jericho, qui voit la WWE lui faire une extension de contrat. Chris Jericho, si on veut négocier, on est trop petit pour lui. Bon, en plus, il est champion du monde, donc pas vraiment d'intérêt pour lui de partir. Vito Tomazzoli qui voit la ROH lui faire une extension de contrat. Et Tyler Black et Tyler Madison qui annoncent qu'ils vont s'engager tous les deux. Ah, qui apparemment ils ont des projets de mariage. Et c'est vrai que Tyler Black, Tyler Madison, ça date depuis un petit moment. Tyler Black, Tyler Madison, et New Couple. 3 février, semaine 3 du mois de février 2006. Ils sont ensemble depuis plus de 4 ans dans le jeu. Pas mal. Bravo. Félicitations, monsieur et madame. Voilà. Il faut être clair. Perry Quest pour Ted DiBiase Junior. Bon, payé 4500 par mois parce que oui, on l'a signé. Moins que les 6940 qu'il vaut. 75%. Voilà, il est content de ma décision, c'est une augmentation quand même de 1830$, c'est pas négligeable. Des nouvelles, notamment concernant Katsushika Okada avec la WWE, la DDT, la NOAH, la TNA et la New Japan Pro Wrestling qui se réveillent. Hein, voilà, qui veulent faire des nouvelles offres à Katsushika Okada. Alors quelles sont-elles? View Rival Offer, ou considérées sérieusement par la New Japan. Ok, alors il va peut-être falloir que j'augmente un petit peu. Je vais y aller sur du 42 500. On peut y aller sur 4 ans. Et je vais faire une nouvelle offre. Voilà. Et ça considère sérieusement. En fait, la New Japan, ils font une offre juste pour me faire chier, quoi. Et que j'encaisse encore un peu plus. que je casque encore un peu plus pour Katsushika Okada. Mais c'est... Voilà, c'est beau joueur, c'est beau joueur. TV rating de 3.176, on va aller voir ça. Il y a TNA qui a fait un offre de contrat à Chris Jericho. C'est dommage qu'on puisse pas négocier avec Chris Jericho, non pas pour le prendre, parce que quelque part j'en ai pas besoin, mais juste pour voir à quel montant ça va être pour justement avoir Chris Benoit dans sa structure. Malheureusement, on ne pourra pas le voir. Bon, show history, on a dit 3.76, donc 2 822 000 pèlerins présents. On fait un petit peu moins que la semaine dernière, mais ça reste plutôt correct. On perd
pas grand chose. Des nouvelles également en ce samedi, elles sont nombreuses, elles sont au nombre de 4, avec d'abord des news concernant AJ Styles qui quitte la HGPW pour rejoindre la New Japan Pro Wrestling. AJ Styles qui me semble était champion à la NJPW, enfin à la HGPW avant de rentrer à la New Japan Pro Wrestling. Je pense que si on regarde le Title History, on va très vite s'en rendre compte. Effectivement, HGPW, Triple Crown Heavyweight. On pouvait pas négocier avec AJ Styles, j'aurais été content de le retrouver, de pouvoir le signer. Malheureusement, AJ Styles, il m'a dit tu es trop petit pour moi. Chris Kanyon qui donc quitte la Ring of Honor, on a un nouveau couple, Jazz et Randy Orton, qui commencent à sortir ensemble. Jazz et Randy Orton, c'est n'importe quoi. Jazz et Randy Orton. Ok. Oh la dinguerie. Alors celle-là, j'étais pas prêt. Ça y est, Katsushika Okada signe à la All Elite Wrestling, contrat exclusif. Voilà, ça y est, on a battu la New Japan, on a battu la TNA, on a battu la WWE. Bon, il a fallu qu'on casque, hein. 42 500 $ par mois sur 4 ans. Hein, à un moment donné, c'était pas n'importe quoi, on a négocié serré. Mais on a quand même laissé des plumes dans l'affaire, mais on va garder Katsushika Okada et on va l'avoir pour les 4 prochaines années. Ça, c'est quand même plutôt beau, surtout dans la perspective de construction du garçon, parce que j'ai quand même, vous l'imaginez, quelques plans. Pour ceux que ça intéresse, Chris Jericho a étendu son deal avec la WWE. Bon, ça surprend personne, hein, il était WWE World Champion au moment des négociations. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne, l'ami Chris Jericho, du côté de la WWE? Est-ce qu'il y a quelque chose de ouf? Oui, bon, champion du monde, effectivement, bien sûr, des championnats intercontinentaux, mais ça commence un petit peu à dater, finalement. Là, il y a ce titre mondial, ce deuxième titre en décembre 2009, mais c'est vrai que sinon, il n'y avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent ces dernières années. Un garçon, quand même, qui a été deuxième au ranking en 2004. Après, ça se casse un petit peu la gueule. C'est vrai qu'il est en perte de vitesse depuis ces 4-5 dernières années, mais c'est vrai qu'avec un titre mondial du côté de la WWE, ça m'étonnerait pas de le retrouver dans le top 20 du Puy 500 à la fin de l'année, et notamment quand on fera le check-up de l'année 2010. Je prends déjà les paris. À nouveau, des incidents backstage dans les locker rooms de Dynamite, pourtant toujours 100% de rating, mais ça clignote rouge. Incident impliquant Bob Holly et Chris Benoit, ça c'est la cour des catcheurs, vous pouvez en être sûr. Bob Holly amenait la cour des catcheurs accusé d'avoir pris ses partenaires de trajet en retard. Le juge Chris Benoit l'a rendu coupable et sa sentence est de payer le trajet de ses partenaires pour les 3 prochains shows. Autant de dire que Bob Holly, il va laisser une grande partie de son salaire dans sa connerie. Il améliore bien sûr son comportement, parce qu'il faut quand même pas déconner. Nous sommes au TX Fort Worth Conv Center devant 9991 pèlerins. On a frôlé les 10 000 personnes dans cette arena du Midwest, région où on est le plus populaire. C'est le Go Home Show d'AEW Revolution 6. Donc forcément, ce show, vous l'imaginez, est d'une importance capitale pour finir de builder correctement notre affaire. Et en parlant de build pour Revolution 6, eh bien on va commencer tout de suite maintenant sur ce segment d'ouverture avec Paul Heyman qui débute les hostilités. Paul Heyman furieux de ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque oui, son match Top Star qu'il a mis en place dans le main event, un match opposant à Steve Austin, à Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Travis Fimmel et Kevin Steen n'est pas allé à son terme à cause de 2 hommes, Randy Orton et Ric Flair, qui doivent répondre de leur agissement. C'est ce que demandent Paul Heyman et Randy Orton, Ric Flair, qui vont se ramener tranquillement. Randy Orton et Ric Flair qui ont fait cause commune parce qu'ils avaient des intérêts à faire cela. Randy Orton nous explique qu'il a été frustré, agacé, énervé en tant que futur visage de la All Elite Wrestling de ne pas avoir son spot dans le main event de Revolution 6 et quelque part ne serait-ce que d'avoir son opportunité d'y figurer en participant à ce match Top Star. Et puis Ric Flair nous explique qu'il avait des comptes à régler avec Bobby Roode et Claudio Castagnoli, puisque Maryse avait annoncé il y a quelques semaines de ça que Ric Flair avait décidé d'abandonner son groupe Les Gentlemen, abandonner Bobby Roode et Claudio Castagnoli. Et Ric Flair annonce au public qu'il n'a jamais fait cela. Ric Flair s'est fait virer du groupe des Gentlemen par Maryse et il a une preuve à l'appui, un mail dont Ric Flair a fait un screenshot, il l'affiche en haut donc du Titantron sur l'écran géant et dans ce message, Maryse le remercie pour ses beaux et loyaux services donc dans la cause des Gentlemen, mais que Ric Flair n'était peut-être pas la bonne personne pour amener les Gentlemen là où Maryse souhaitait les amener, les remercier
remerciements les plus sincères, Ric Flair, qui pense bien que dans son ego de 22 fois champion du monde, il n'a pas du tout apprécié, comme Steve Austin d'ailleurs n'a pas apprécié voir sa chance ruinée par Randy Orton, par Ric Flair. Steve Austin n'a qu'une envie, c'est de balancer des stunners à Randy Orton et à Ric Flair. Et Chris Benoit qui veut faire le ménage dans tout ce bordel, parce que finalement, le champion, c'est celui qui est le plus lésé finalement pour l'instant. On est à quelques jours de Révolution et il n'a pas d'opposant, il n'a pas d'adversaire pour son championnat du monde. Et Chris Benoit, ça commence forcément à l'emmerder. Elle va devoir que toutes les choses qui tournent autour des Gentlemen, qui tournent autour de Steve Austin et de sa mission, prennent le pas sur le titre mondial. Donc Chris Benoit a dit, tu sais quoi Paul, à un moment donné, stop, tu sais quoi, pour le spectacle, pour le fun et pour la hauteur de l'événement, on prend ces trois garçons qui ont tous des prétentions et on les met dans le main event face à moi pour le titre mondial. Le public est fou parce que t'imagines quand même que c'est une affiche incroyable et Paul Heyman, qui n'a pas d'autre choix de le faire parce que finalement il a aucune autre manière de définir un challenger, annonce que Chris Benoit, sur sa demande, affrontera Randy Orton, Ric Flair et Steve Austin pour le championnat du monde, donc de la All Elite Wrestling, dans le main event de Révolution. Randy Orton a été très bon, Ric Flair également, Steve Austin et Chris Benoit au 6,93 de rating, ça commence fort, très fort. On poursuit ensuite avec le premier match de la soirée, un tag team action féminin. Amazing Kong et Jazz, Black Lives Matter oblige, affrontent Sweet Saraya et Jetta, les représentantes du Royaume-Uni, mais surtout de l'Angleterre. Match décent sur le papier. On sait que Jetta et Sweet Saraya se sont affrontés pour savoir qui allait être la représentante légitime de la Grande-Bretagne. Le titre est en jeu. Jetta a conservé bien sûr la mise. Et donc ce soir, elles font équipe. Malheureusement, Jetta et Sweet Saraya vont perdre quand Amazing Kong, après 11 minutes 03 de combat, va défaire Sweet Saraya via pinfall avec l'Amazing Press. Performance de 44 de Jazz, 54 d'Amazing Kong, 65 de Jetta et 40 de Sweet Saraya. Et Women's International Battle avance et malheureusement perd de la hit. Ah, dommage. Peut aussi arriver. Rena Mero, qui est donc dans les backstage et qui interviewe Tyler Black et Jon Moxley, qui répondent aux questions via satellite. Tyler Black, Jon Moxley, c'est l'une des affiches de Révolution et forcément, on veut les impressions de Jon Moxley et de Tyler Black avant leur opposition. Et Jon Moxley nous explique que c'est le match pour détruire son passé, détruire Tyler Black une bonne fois pour toutes et l'enlever de sa vie parce que Tyler Black l'a trop fait souffrir. Tyler Black lui a trop causé de soucis et il veut se libérer de ce poids-là en le battant donc du côté de Révolution, en lui arrivant les épaules et en passant à autre chose. Et Tyler Black, il comprend pas trop l'envie de Jon Moxley d'impérativement vouloir détruire sa personne parce que Tyler Black, finalement, il est le rocher dont Jon Moxley a toujours eu besoin. Tyler Black, il est de toutes les meilleures choses qui est arrivé à Jon Moxley quand Jon Moxley a eu finalement l'arrivée de Tommy Dreamer dans sa vie de catcheur. Jon Moxley était présent avec Tyler Black. Quand Jon Moxley a rejoint le mouvement de Raven, Jon Moxley a voulu que Tyler Black le rejoigne aussi. Et Tyler Black et Jon Moxley ont formé ensemble les Heat Nest avec Raven. Quand l'ami Kevin Nash est venu du côté de la All Elite Wrestling prendre la relève de Raven, Tyler Black et Jon Moxley étaient encore présents, ils sont devenus champions du monde. Quand Tyler Black, à un moment donné, n'a pu supporter l'oppression de l'ami Kevin Nash, lorsque ce dernier prenait trop de place et ne le laissait pas respirer, Jon Moxley a pris son parti, ils sont liés, il ne comprend pas pourquoi Jon Moxley veut casser son rocher et veut casser la personne qui est quelque part la raison de sa réussite. Et Jon Moxley, il se pose pas mal de questions à l'issue de la promo de Tyler Black et Tyler Black prend un gros avantage psychologique envers Jon Moxley avant leur affrontement. Tyler Black qui a été très pauvre pour improviser avec le dialogue et Jon Moxley tranquillou qui a fait preuve de subtilité ainsi que Rena Mero qui a été très bonne bien sûr pour aller en dehors du script. Elle a eu la foule dans la paume de sa main. Rami CBI face à James Storm, face à Nick Nemeth, le triple threat match qui fait un 82 de rating, performance de 76 de Rami CBI, 72 de James Storm, 59 de Nick Nemeth qui est un peu à la traînasse quand même, bon catch, bonne hit, enfin décente réaction de la foule, quand même, on va pas trop se précipiter. Rami CBI défait James Storm et Nick Nemeth en 7 minutes 14, jusque là pas de surprise, Rami CBI défait Nick Nemeth via pinfall avec le Brain Buster en ayant en plus la meilleure performance. À l'issue de ce match, Rami CBI bien sûr va être interviewée parce qu'elle a
battu là les deux derniers challengers au titre intercontinental de l'ami Kevin Steen, James Storm et bien sûr Nick Nemeth, et forcément Rami CBI se verrait bien avoir une opportunité prochainement pour le titre intercontinental, et Kevin Steen va intervenir et va balayer cette possibilité d'un revers de main parce que Kevin Steen ne s'abaissera pas à donner une opportunité à Rami CBI. Le mec est plus bactère, il a percé la couche d'ozone à force de creuser sa propre nullité, donc Kevin Steen ne veut certainement pas voir Rami CBI être présent dans le ring pour un match de championnat. Ça ferait perdre en prestige et en crédibilité sa ceinture, et donc Kevin Steen va tourner les talons, tourner le dos à Rami CBI, tourner le dos aussi à la possibilité d'avoir ce match de championnat intercontinental sous les huées de la foule, vous l'imaginez. Gail Kim et Brooke Adams qui font un petit segment sympathique de sex appeal, vous imaginez ce que vous voulez, ça peut être du pole dance notamment, ça fait 60, c'est plutôt pas mal. Avant, eh bien, la promo de Maryse, bien sûr, qui a des choses à dire juste avant le main event, parce que j'en ai pas parlé, qui opposera, bien sûr, Steve Austin et Chris Benoit à côté à Ric Flair et Randy Orton pour promouvoir et teaser un peu le match de championnat du monde du côté de Révolution dans le main event. Maryse, elle a des choses à dire parce que elle veut régler ses comptes avec Becky Belair. Mais Bobby Roode, Claudio Castagnoli, ils veulent aussi savoir ce qui se passe autour de Ric Flair, parce que cette capture d'écran, ils l'ont vu là comme ça apparaître sur le Titantron, sur l'écran géant, et Bobby Roode et Claudio Castagnoli, ils sont pas trop à l'aise avec la situation parce que Maryse leur a dit que Ric Flair était parti, qu'il voulait plus s'occuper d'eux, alors que là ils viennent de découvrir que c'est Maryse qui l'a mis à la porte. Donc Bobby Roode, Claudio Castagnoli, ça leur plaît pas trop, mais Maryse, elle leur explique deux choses. Dans un premier temps, qu'elles font toujours ce qu'il y a de mieux pour eux, et dans un deuxième temps, qu'aujourd'hui, Ric Flair, c'est pas la priorité c'est Becky Belair. Elle veut lui faire mordre la poussière. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle veut lui faire payer de ses actions. Le fait de lui avoir coûté la possibilité d'aller plus loin dans le tournoi et de devenir championne du côté de Révolution, et surtout de l'avoir humiliée la semaine dernière dans les backstage, en la déshabillant devant le monde entier. Becky Belair, bien sûr, va arriver, micro à la main. Elle va dire à Maryse éventuellement de se concentrer sur le plus important, qui est de répondre de ses actes par rapport au fait que Ric Flair était invincé du groupe. Ric Flair, il en a gros sur la patate, elle l'a croisé et il était très agacé. Et Becky Belair rappelle à Maryse que ses actions sont simplement à prêter pour un rendu, parce que Maryse, Becky Belair, ça lui rappelle, elle a pris l'opportunité il y a quelques années de prendre sa spotlight dans le groupe des Young Wolf. Elle a pris sa place aux côtés de Travis Fimmel et de Mike Mizanin. Elle s'est fait humilier par Maryse, et Becky Belair, elle attendait patiemment de pouvoir prendre sa revanche parce que c'est un plat qui se mange froid, et elle a trouvé son parfait moment pour bien piquer et prendre sa revanche sur Maryse. Maryse, vous vous rendrez compte qu'elle est forcément fin folle, et Bobby Roode et Claudio Castagnoli, sous les ordres de Maryse, même s'ils sont pas très chauds, vont s'en prendre physiquement à Becky Belair. Ouais, parce que Maryse, elle veut que cette bitch, cette fille de la plage, se fasse corriger. Alors Bobby Roode, il pose pas trop de questions parce qu'il est en couple avec Maryse. Storyline, Claudio Castagnoli, lui, s'en pose un peu plus, mais au bout d'un moment, avec son pote, ils se disent allez, pourquoi pas, ça peut être pas mal, et puis c'est une proie facile. Sauf que Travis Fimmel et Mike Mizanin vont arriver, et à coup de chaise, ils vont faire fuir Claudio Castagnoli et l'ami également Bobby Roode. Et Maryse qui va avoir des noms d'oiseaux pour Travis Fimmel et Mike Mizanin, qu'elle a coûté aussi, on le rappelle, ces matchs one-on-one competition face à Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Voilà, tout le monde a été très bien, Becky Belair était très bonne, Mike Mizanin, bon pas trop, mais ça reste quand même plutôt pas mal, malgré tout. 76 de rating, c'est correct. Et enfin le main event, qui nous fait un gros 85 de rating, c'est sympathique là aussi. Ric Flair, Randy Orton face à Steve Austin et Chris Benoit, fantastique 8, grand catch. On a laissé du temps, 16 minutes 56 de combat. Victoire des Heels avec Randy Orton qui va défaire Steve Austin, la pifole, avec le RKO après une distraction de Tyler Black, qui était a priori via satellite dans la promo donc de Jon Moxley, mais qui était pas si loin de l'arène puisqu'il est venu intervenir dans le match et permettre à Randy Orton de placer son RKO sur Steve Austin, tombé à 2-3, victoire des Heels. Performance de 80 de Randy Orton, 53 de Ric Flair qui est un peu le canard boiteux, 78 de Chris Benoit, 79 de Steve Austin. La storyline Austin and Moxley want their revenge avance et gagne de la hit, vous l'imaginez. Oui, je me doute, si tu veux. Et on fait un 84 de rating. Vraiment, là, c'est des shows, les gars. On a passé des caps extraordinaires. Et on va se mettre bien avant Révolution. Révolution a intérêt de tenir toutes ses promesses. Alors que j'ai de plus en plus la luminosité qui baisse. Parce que quand je tourne cette vidéo, au moment où on se parle, eh bien, on est le samedi 24 août, il est 20h47. Donc, autant vous dire que c'est un petit peu compliqué. Raw, a priori, qui va avoir une nouvelle date de diffusion, un nouvel horaire de diffusion parce qu'ils ont changé le broadcaster. WWE Raw, d'ailleurs, ils ont fait 74.
On a fait mieux que 84 à un moment donné, hein, que demande le peuple. D'ailleurs, au niveau de broadcaster, c'est pareil. Nous aussi, il va falloir qu'on finisse par trouver des arrangements parce que là, il reste 5 mois pour les shows, bien évidemment TV. Mais au niveau, donc, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, il n'y en avait pas un, c'était plus qu'un mois. Non, je les ai renouvelés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus. Bref, il n'y avait pas des shows à un moment donné. Ah oui, c'est la WB qui était en fin de contrat que j'ai pas renouvelé pour les events parce que j'ai un risque de faible en ce qui concerne les matchs à risque et j'ai pas envie d'être bridé pour des stipulations de match en pay-per-view. C'est pour ça que je les avais pas reconduits d'ailleurs. Donc voilà, c'est très bien, ça mange pas de pain et on va tranquillement pouvoir aller jusqu'à Révolution 6 qui se déroulera dans 4 jours et qu'on va bien sûr faire dans le Midwest, histoire éventuellement d'amener beaucoup de pèlerins dans l'arena et pourquoi pas de dépasser les 20 000 spectateurs dans l'arène. Ok, mauvaise nouvelle. Rami CBI s'est blessé, il s'est déplacé a priori une vertèbre au niveau de la tête, j'imagine, en tout cas il y a une fracture, et pendant 37 jours il ne peut pas catcher. Alors on peut éventuellement faire une opération, c'est un succès complet, on gagne quelques jours dans l'affaire, mais c'est pas grand chose, et ça veut dire que Rami CBI, je ne l'ai pas pour le pay-per-view, ce qui aurait pu être intéressant. Malheureusement, je vais devoir faire sans lui. Même pour notre premier événement de l'année, on a encore des incidents backstage. Ça clignote rouge, on va voir ce qu'il en est. Bon, c'est Colt Cabana, normalement ça devrait être plutôt intéressant. Il a organisé un tournoi de poker et il a a priori, non j'allais dire remporté, mais pas du tout. On n'a pas connaissance de qui a gagné la mise, mais ce qui est sûr c'est que Colt Cabana a mis de la bonne humeur pour tout le monde et surtout a permis d'avoir plutôt investi en tout cas je l'espère avant ce début de show. Je vais mettre tranquillement à jour les broadcasters à Surprimaire, sur FX également et sur Sapporo TV. On va sauver ça et puis on va aller tranquillement dans le Midwest. On attend plus de 20 000 pèlerins, on espère qu'on les fera. On va aller tranquillement au MN Excel Energy Center. Je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. 20 554 pèlerins présents au MN Excel Energy Center. C'est notre record d'influence, si je ne dis pas de bêtises, dans une salle de la All Elite Wrestling. Et on le fait sur un pay-per-view pour notre plus grand rendez-vous de l'année, Révolution 6ème du nom, puisque oui, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on book cette All Elite Wrestling, qu'on a débuté l'aventure et on démarre dans le pré-show avec une Battle Royale à 20 et le vainqueur affrontera très prochainement le champion pour un titre secondaire. Et dans ce match qui nous fait 77, où il y a de l'enjeu, on a laissé quand même du temps, pré-show plutôt décent, 77 c'est plus que décent, c'est même très bon. 17 minutes 04 de combat avec quand même, on va pas se le cacher, un très beau quatuor de fin. James Storm, Kip James, Samoa Joe et Colt Cabana pour terminer donc ce four-way final. Il faut savoir que celui qui a fait le plus d'éliminations, c'est Samoa Joe qui malheureusement va être éliminé. Le dernier qui va être passé par-dessus la troisième corde, c'est ni plus ni moins que l'ami James Storm, le cowboy, qui va se faire surprendre par Colt Cabana, le champion, enfin l'ancien champion de la Ring of Honor dans notre réalité virtuelle. C'était aussi le cas bien sûr IRL, qui va donc remporter la mise et qui affrontera très prochainement un champion secondaire. 77 de rating, ça permet de bien travailler la foule. On débute la carte principale avec un segment backstage. On retrouve Becky Bélès dans les locaux des médecins. Il y a un médecin généraliste pour vérifier si tout va bien physiquement et un psy pour voir si tout va bien sur le plan psychologique, puisque oui, Becky Bélès, elle était quand même assez choquée de l'attaque qu'elle a subie des mains de Chloé Castagnoli et de Bobby Roode lors du dernier épisode de Dynamite, et Travis Fimmel et Mike Mizanin vont venir aux nouvelles, et on sent que c'est pas forcément facile pour Travis Fimmel et Mike Mizanin de faire le pas, parce que Travis Fimmel et Mike Mizanin, ils ont été aussi les responsables de la descente aux enfers de Becky Bélès, et Becky Bélès, elle est pas trop à l'aise avec la situation, elle veut pas trop de la sympathie, de la gentillesse de Travis Fimmel et de Mike Mizanin, mais avant de franchir la porte et de quitter le local des médecins, Becky Bélès, elle se retourne vers Travis Fimmel et Mike Mizanin et elle leur dit qu'elle leur doit quand même une fière chandelle par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Dynamite. Sans eux, elle aurait certainement été passée à tabac, blessée, sa carrière aurait pu être en jeu, donc grâce à eux, elle a réussi à s'en sortir indemne et
malgré tout ce qui s'est passé, elle leur en doit une. Et Travis Fimmel et Mike Mizanin ont un petit sourire en coin, elle leur dit si tu nous en dois une, ben on a peut-être un petit service à te demander. Alors rien forcément sur le long terme, après ça sera à toi de voir si le challenge te plaît, mais on sait que ce soir on va affronter Chloé Castagnoli et Bobby Roode. Il y a Maryse dans les parages, elle nous a coûté beaucoup de victoires et on sait que sans quelqu'un à nos côtés on sera en infériorité numérique, donc on aimerait t'avoir dans notre coin. Et Becky Bélès va accepter. Travis Fimmel a été très bon, tout comme Becky Bélès. Mike Mizanin en revanche ça a été un peu plus compliqué. La première action du soir, Kevin Steen face à Katsushika Okada pour le titre TNT. Match énorme, bien sûr, sur le papier. J'ai mis ça en style The Show. 86, c'est énorme. On a une performance de 88 de Katsushika Okada, 84 de Kevin Steen. Qu'est-ce que tu veux? Katsushika Okada, Kevin Steen, 18 minutes 51 de combat qui va se terminer par une victoire de Katsushika Okada via pinfall. Katsushika Okada bat donc Kevin Steen, devient le nouveau champion de la TNT. Ça fait déjà le deuxième règne de champion TV pour Katsushika Okada. À l'issue de ce match, Kevin Steen, au micro de Ren Amero, va chambrer un peu le public, ou s'en prendre plutôt violemment au public, parce que le public est assez content de la victoire de Katsushika Okada et des malheurs de Kevin Steen. Kevin Steen qui dit au public qu'ils n'ont aucun respect pour le champion qu'est Kevin Steen, pour ce qu'il a apporté, qu'on remet tout en cause par rapport à son comportement. D'ailleurs, il ne sait pas pourquoi Kevin Steen est autant détesté. Ce qui l'énerve encore un peu plus, c'est que Rami CBI était là pour commenter l'action. D'ailleurs, il va se déplacer micro à la main avec son titre intercontinental qu'il garde sur les épaules pour aller chambrer un peu Rami CBI qui est blessé. Rami CBI qui, après le début de sa rédemption, finalement est rattrapé par son destin. Kevin Steen qui veut s'en prendre physiquement à Rami CBI parce qu'il a quand même gros sur la patate d'avoir perdu son titre TNT. Et Colt Cabana va intervenir et Colt Cabana va faire un peu reculer Kevin Steen en lui disant qu'il va falloir qu'il arrête de faire n'importe quoi, qu'il arrête de rendre responsable tout le monde de ses malheurs. Kevin Steen a été battu par Katsushika Okada et Colt Cabana ce soir, il verrait bien le mettre plus bactère en lui prenant son titre intercontinental, puisque Colt Cabana, il a gagné un match tout à l'heure dans le pré-show, il a gagné la Battle Royale qui lui confère un match de championnat pour un titre secondaire, et donc il challenge ce soir Kevin Steen pour le titre intercontinental plus tard dans le show, ce que Kevin Steen va bien évidemment accepter parce qu'il ne veut pas rester sur une défaite. Kevin Steen a été très bon, tout comme Colt Cabana. Et la storyline Rami CBI Redemption avance grâce à ce segment, comme quoi même avec la blessure de Rami CBI on fait avancer les programmes. Jetta face à Amazing Kong, ça fait un 70 de rating, plutôt intéressant. Performance de 67 de Jetta, 59 d'Amazing Kong, match décent sur le papier, 10 minutes 43, on a laissé un format plutôt court, même si ça reste format TV. Victoire de Jetta, voilà, face à Amazing Kong, Bridging Farmershman, souplex après la distraction de Doug Williams, de Drew Galloway et de Sheamus. Prince Nana, il a essayé de se mêler un peu à la bagarre, mais il était en infériorité numérique. Et Jetta, forcément, grâce à toutes ses interventions successives, a réussi à battre Amazing Kong, qui pourtant lui a posé beaucoup de problèmes. Amazing Kong, qui avait même largement le dessus avant que ses compères de la UK Alliance viennent l'aider. 70 de rating, c'est plutôt sympa. À l'issue de ce match, ça nous fait un 64, Jetta va demander à Doug Williams, à Sheamus et à Drew Galloway de la couronner. Voilà, la couronner reine. Et Doug Williams va demander à ce qu'on apporte le trône de Jetta, va demander à ce qu'on apporte également la couronne pour qu'elle soit couronnée championne de la All Elite Wrestling, mais surtout reine de la All Elite Wrestling, la reine Jetta. Et son premier acte en tant que reine, eh bien, c'est de faire le signe, le pouce vers le bas pour inciter Sheamus et Drew Galloway ainsi que Doug Williams qui sont revêtus de la tenue, on le rappelle, des gardes royaux de la Grande-Bretagne, et bien de passer à tabac Amazing Kong et Prince Nana, histoire que ces deux personnes soient aux oubliettes. Et Sheamus, Drew Galloway et Doug Williams vont s'exécuter et vont passer à tabac Kong et Prince Nana qui vont se retrouver aux oubliettes. Jetta qui commence donc fort son règne de reine de la All Elite Wrestling. La storyline avance avec la Women's International Battle, même si elle perd un peu de hit. C'est vrai que c'est peut-être la déception donc de cette route vers AW Revolution, parce que c'est vrai que cette storyline, on n'a pas réussi à lui faire gagner beaucoup de hits malgré la prestation plutôt intéressante de Jetta. John Moxley face à Tyler Black, qui, on le rappelle, est un match plutôt street fight. Eh ouais, une situation un peu spéciale. Grand de hit, bon catch, bien évidemment. Street fight qui aura duré 15 minutes 34 et qui va voir la défaite
de Jon Moxley. Jon Moxley battu par Tyler Black qui aura utilisé des tactiques un petit peu douteuses mais qui surtout aura profité de l'intervention de Steve Austin, même si Steve Austin est venu casser la gueule à Tyler Black, il a réussi son coup, il a vraiment frappé Tyler Black, ce qui a permis à Jon Moxley de reprendre l'avantage, mais Jon Moxley à l'issue de cette attaque de Steve Austin sur Tyler Black a été un peu étourdi, il savait plus trop comment faire, il était assez confus et il s'est laissé prendre par l'enjeu, il s'est fait prendre par cette intervention extérieure de l'ami Steve Austin sur Tyler Black et Tyler Black a réussi avec des tactiques un peu douteuses derrière à prendre le dessus et Tyler Black remporte donc le match et sa rivalité face à Jon Moxley avec des performances de 70 de Jon Moxley et de 66 malheureusement de Tyler Black qui je trouve est assez juste, il y a toujours ce plafond de verre, c'est difficile pour lui de passer les 70 alors qu'il nous dit qu'il n'est pas forcément à son aise sur ce genre de match, mais bon ça fait quand même ça fait 80. D'ailleurs en parlant de 80, on en refait un autre avec Colt Cabana face à Kevin Steen pour le championnat intercontinental, des performances de 74 pour Colt Cabana et Kevin Steen, superbe match qui aura duré 16 minutes 48, on a laissé du temps, et la victoire de Kevin Steen, voilà, bien évidemment, pour sceller quand même une victoire de l'ancien champion TNT, ancien double champion secondaire, défense numéro 12 de Kevin Steen qui s'impose via le package Pile Driver et il continue son règne de champion intercontinental vraiment qualitatif face à un Colt Cabana qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Renamero est avec Chris Benoit et ça nous fait un gros 86. Chris Benoit qui va nous parler du match qui va l'opposer à Ric Flair, Randy Orton et Steve Austin ce soir dans le main event. Chris Benoit insiste sur le fait que c'est le plus gros défi de sa carrière et surtout la plus grosse affiche de l'histoire de la All Elite Wrestling. Chris Benoit, il le dit, s'il arrive à conserver sa ceinture à l'issue de ce pay-per-view, il pourra manger à la table des plus grands champions de la All Elite Wrestling comme Steve Austin et comme AJ Styles qu'il cite aussi parce que AJ Styles, sacré règne bien sûr du garçon. Très belle prestation de Renamero, très belle prestation de Chris Benoit, tu m'étonnes, avec un 86 ça fait quand même le taf. Hop 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 la dinguerie. Oh la dinguerie 89. Oh je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'on passe les 80 mais 89 là on est sur un truc. Piou on s'est envolé. Fantastic 8, grand catch. Match pour les titres par équipe bien sûr entre les Young Wolves et les Gentlemen, 18 minutes 13 de combat. Et les Gentlemen qui vont perdre leur titre face aux Young Wolves, ça y est, Travis Hummel défait Bobby Roode via pinfall et les Young Wolves deviennent les nouveaux champions du monde par équipe. Il n'y a pas eu d'intervention, Maryse a essayé à un moment donné de s'immiscer dans l'action, mais Becky BLS veillait au grain. Très grosse prestation de tout le monde, 85 de Claudio Castagnoli, 74 de Bobby Roode, 76 de Travis Hummel, qui n'était pas dans un bon jour apparemment, 63 de Mike Mizanin, mais enfin quand même, grosse victoire donc des Young Wolves qui derrière vont célébrer avec Becky BS qui s'est un peu prise au jeu donc de la célébration et surtout de la victoire des Young Wolves. Voilà, magnifique. Petit segment sex appeal, bikini contest, histoire de calmer la foule avant le main event. George Frankenstein, Brooks Adams et Bobby Hillard qui astiquent bien sûr leurs attributs. Tout va bien avant le main event, ce Fatal 4-Way qui nous fait un 78. Alors, je m'attendais effectivement à avoir une note en deçà de ce qu'on pouvait avoir, notamment sur les matchs qui ont volé le show, parce que Ric Flair c'est compliqué, il fait une performance de 50, mais tout le monde n'a pas fait de grosses performances, Randy Orton 76, Chris Benoit 75, Steve Austin 74. Bon, Randy Orton, je vous cache pas qu'il était un peu énervé de pas gagner le match, parce que oui, Randy Orton ne gagne pas le match. Fantastic 8, bon catch, bien sûr. On a eu 16 minutes 11 de combat, histoire que ça soit pas trop long, que ça s'installe pas trop sur la durée pour Ric Flair, parce que Pépère, le pauvre. Victoire de Chris Benoit, qui conserve sa ceinture, après avoir fait le tomber sur Steve Austin avec le diving headbutt, après la distraction de Jon Moxley, qui est venu se mêler du business de Steve Austin après que Steve Austin se soit mêlé du sien un peu plus tôt dans la soirée et défense numéro 3 du championnat mondial. Voilà, Chris Benoit qui célèbre les paillettes, les confettis, t'imagines, le tutti quanti. Et on fait, oui très bien, un énorme 81. Bah c'est très bien, magnifique, je suis très content de la note. On va faire bien évidemment complimenter Katsushika Okada pour son incroyable performance. On va faire un hug à Kevin Steen parce que le garçon, quand même, à un moment donné, il faut pas déconner. Et je pense que je vais aussi féliciter Claudio Castagnoli parce que Claudio Castagnoli, quelle belle performance il a fait. Katsushika Okada a paru content.
Kevin Steen également, avec Claudio Castagnoli aussi. Que demande le peuple? Voilà, tranquillement. C'est parfait. C'est un très très beau show. C'est de toute façon un très bel épisode, hein. Certainement cet épisode 68, on pourra le dire, il va vraiment rester dans les annales parce qu'on a vraiment fait du très bon travail. Voilà. Ça, je pense qu'on peut le dire. AEW Révolution 6, voilà, magnifique. 20 554 personnes. Ah, le show absolument incroyable. C'était de l'or ce show. Bah oui, tu m'étonnes. En même temps, t'as vu le show qu'on vient de mettre. Katsushika Okada qui quitte tout ça. Oui, parce que Katsushika Okada, faut quand même pas déconner. Hein, il quitte toutes ses obligations parce qu'il va venir bosser chez nous. Travis Hummel qui se plaint. Ah, il veut un meilleur push. Brandon Tomazoni qui voit des offres aussi arriver. James Keenan, le booking complain. Il faut le booker un peu plus sympathiquement. Le TV Rating 4.61, c'est pas mal. Keith James, pardon, qui nous parle de Joshua Fatou en disant que le garçon n'a pas ce qu'il faut, il va peut-être falloir le résilier. Toujours sympa, les gars de l'ancienne génération. Et Matt Saïdal, apparemment, selon Cole Cabana, qui est en train de devenir un très bon worker. Il va falloir être derrière lui. Alors, déjà, on va tranquillement aller voir Travis Hummel, parce qu'il faut quand même pas déconner. Travis Hummel, a priori, le garçon, il veut être un petit peu mieux. Alors, Travis Hummel, il avait un rôle au sein de la structure de Permit Carder, il veut être main eventer. Je comprends tout à fait quand tu vois les stats de Travis Hummel. Sincèrement, ça se comprend. 79 en basique, 80 en psychologie, 80 en safety. Le charisme est à 90, 80 en micro, 91 en acting, 83 en star quality, 83 en sex appeal. Bon, le mec, il est juste voilà, sur une autre planète. C'est vraiment un main eventer. Alors qu'on a le beau profil de Rubiso qui est présent. Voilà, Ruby Riot à la WWE. Qui a commencé son séjour dans le catch en 2010. Voilà, donc c'est savoir l'année en cours. Peut-être qu'on ira chercher Rubisso, hein. Qui sait, ça peut être intéressant, je sais pas. On va voir aussi les stats parce que c'est toujours un peu pareil. Il y en a certaines qui se retrouvent avec des stats un peu délicates, hein, un peu pétées. On va pas se le cacher. Alors le jeu, on va rentrer tranquillement dans le vif du sujet avec bien sûr le bilan économique du mois. On va parler de la size aussi, voir si elle a évolué, le prestige des storylines, le prestige des titres, bien sûr. Alors Samoa Joe qui termine un tour, Brian Nelson aussi, Kevin Steen pareil, Cole Cabana qui voit la Noah lui offrir un contrat. Normalement, c'est de la tournée, voilà, c'est de la tournée, bien sûr, ça paraît totalement logique. Kota Ibushi, c'est pareil. Normalement, on va quand même vérifier au cas où, mais je pense qu'il n'y a pas trop de risque, c'est de la tournée, parce que c'est vrai que généralement, la Noah, il propose pas des contrats signés. Alors, au niveau des offres rivales, pareil, toujours de la tournée pour Austin Harris, dont on fait pas grand chose, pourtant c'est un bon élément. Faut quand même être assez honnête. Donc là c'est pareil, c'est une prolongation de contrat. Jay Briscoe, c'est également, je pense, une prolongation, alors qu'il est champion pur de la ROH. Ça pourrait être aussi intéressant de jouer sur ça. Toujours de la tournée, bien évidemment. Booking position, ça ne nous intéresse pas. Et Samoa Joe qui vient de se blesser. Samoa Joe s'est blessé. Samoa Joe, oh putain de bordel de merde. Ok, pendant 1 an, 2 mois et 2 semaines, alors il peut catcher, mais par contre il va être handicapé. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Rami Sebe il se blesse, Samoa Joe il se pète, tout va bien. C'est magnifique, c'est splendide. Bon, bref, les finances, normalement ça devrait être pas mal. 364 000 dollars de profit, 1 220 000 dollars de tickets vendus, ce qui est très bien. Le TV revenu qui est un petit peu supérieur au mois de février. Normal, on a fait un show de plus. Les sponsors nous ont donné plus parce qu'il y a eu un show de plus. Les marchandises ont un peu augmenté. Forcément, c'est normal. Les coûts de worker, bah forcément, ça s'est envolé. T'imagines, le coût des shows, puis maintenant qu'on a signé Katsushika Okada, ça va être encore pire. Le coût des shows, bah forcément, ça a drastiquement augmenté. Le coût du marketing, c'est le même. Le coût de production des marchandises, forcément, ça a un peu augmenté parce qu'on a vendu plus. Et on rappelle qu'on essaie d'optimiser au maximum les choses, mais quand même de pas faire à perte. Le coût de production, forcément, a augmenté parce qu'on a fait un show de plus. Le MISC également, et les taxes, forcément, parce que on a fait plus de bénéfices que le mois précédent. Au niveau de la size, parlons-en de la size. On voit en vert dans le sous-fils et dans le Midwest quand même, c'est important de le rappeler. Alors qu'on va quand même, parce que ça je l'ai pas fait, on va, voilà, maximum in size c'est culte. Voilà, hein, à un moment donné, voilà, j'ai décidé aussi, je vous en avais parlé, de rester en maximum size du culte parce que quand on passe en national, il y a beaucoup de choses qui changent et notamment beaucoup de taxes qui augmentent et on n'aurait pas les épaules assez solides. Voilà, je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu, c'est pour ça qu'on reste pour l'instant en maximum size culte. Voilà, histoire de mettre toutes les chances de notre côté pour pas faire banqueroute. Donc cette size, justement, parce que je voulais quand même vous en parler, on a gagné 2 points dans les Grands Lacs, on a gagné 1 point dans le Mid-Atlantique
Et dans le Midwest, on fait égal dans le Mid-South, on gagne un point dans le New England, comme on le fait également dans le Southeast et dans le Southwest, on fait une égalité parfaite du côté donc de la Tri-State, du Northwest et de Puerto Rico ainsi que de Hawaï. Ça c'est quand même plutôt pas mal, c'est à signaler. Au niveau de les storylines, pas mal de storylines bien sûr qui sont dans les tuyaux, il y en a 5 au total, Austin and Moxley, One Their Revenge, ça fait 89 pour l'instant, on verra comment ça va évoluer. Canada versus UK, celle-là je peux l'enlever, voilà, parce qu'elle n'existe plus, elle était quand même à 88. Rami CBI Redemption c'est à 86, Women's International Battle c'est à 67, et les Young Wolves face aux Gentlemen c'est à 85, voilà, quand même, à un moment donné, hein, voilà, c'est la août. On le rappelle, hein, sur ce show magnifique, 20 544 personnes dans les gradins, 4,161 de TV rating, 3 462 000 viewers via FX Première et Sapporo TV. Un petit tour sur le prestige des titres avant de se quitter, voilà, parce qu'ils sont beaux, on a 6 de titres, même si le titre TBS est pour l'instant inactif, mais voilà, ça sera peut-être sujet à changement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je vais pas tout vous déballer tout de suite, mais voilà, c'est un titre qui va pas rester vacant non plus indéfiniment. Le titre intercontinental est à 82, bien sûr. Kevin Steele, attention, champion avec 12 défenses de titre, le mec est champion depuis août 2009. Le titre féminin, bon bah toujours détenu par Jetta, avec 7 défenses de titre, qui on le rappelle est championne depuis août 2009 également. Le titre mondial détenu par Chris Benoit, qui lui est champion depuis le Blood and Guts, c'est-à-dire depuis novembre 2009, avec 3 défenses de titre. Le titre, bien sûr, World Tag Team qui est détenu désormais par les Young Wolves, Travis Fimmel, Mike Mizanin qui ont mis fin à un règne plutôt court hein, quand même, on va pas le cacher, de Claudio Castagnoli et de Bobby Roode, janvier, février, mars, 3 mois de règne, voilà, c'est un petit peu plus court quand même que leur précédent qu'ils avaient eu courant de l'année 2008 et courant de l'année 2009, un cheval sur ces 2 années. Le titre TBS, bon, à 59 et le titre TNT est à 85 avec la prise de pouvoir de Katsushika Okada qui redevient champion et qui était champion, on le rappelle, entre avril 2009 et septembre 2009. Voilà, donc, quelques mois plus tard, il retrouve sa couronne donc de champion TNT. C'est vrai que le titre TNT a quand même pas mal bougé de main depuis le début de l'année 2009, hein, quand on regarde bien, il a été perdu. Le début de l'année 2009, c'était Minoru Suzuki qui l'avait. Ensuite, Kota Ibushi, Katsushika Okada, Tyler Black et Kevin Steele. C'est vrai que voilà, depuis plus d'un an, hein, on est quand même sur 5 champions différents. C'est quand même pas mal. J'espère, mesdames et messieurs, parce que j'imagine qu'il y a aussi des dames qui regardent de temps en temps notre avancée avec notre structure de la All Racing. Si cette vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, c'est votre coup du chapeau, ça aide la chaîne au référencement. Et bien évidemment, on se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye, et à la prochaine.